Communiquons plus, une émission qui vous passionne, très chers fidèles téléspectateurs de CPLUS TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Communiquons plus, que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie, vous informer positivement, a été toujours notre devoir. Aujourd'hui, le vendredi 24 avril 2026, comme d'habitude dans votre rendez-vous quotidien, nous sommes là pour vous informer en temps réel. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler de trois thématiques. Nous allons parler de la position du président, de l'ancien président, le sénateur à vie, Joseph Kabila, contre sa position contre la Constitution. Nous allons parler aussi, surtout, ça fait toujours débat, parce que nous vivons au quotidien à Kinshasa. Nous savons comment est-ce que, en fait, nous savons les défis qui gangrènent la province-ville de Kinshasa. Alors, nous allons encore en parler et nous allons finir avec le sujet de l'Université pédagogique nationale. Il y a des tensions au sein de cette alma mater. Alors, nous allons devoir, avec l'invité que nous devons recevoir sur ces plateaux, nous allons ensemble avec lui réfléchir ou analyser est-ce qu'il y a la meilleure gestion ou il y a vraiment un bilan qui est largement positif au sein de l'Université pédagogique nationale. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à nos antennes, surtout aussi à nos programmes. Merci aux Zéro dans l'ombre qui nous accompagnent toujours. Alors, sans plus tarder, je suis avec un invité sur ces plateaux. Je salue déjà Denis Longonia, alias Grand Monde. Bonjour mon frère. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci pour l'accueil sur votre plateau. Je vous en prie. Alors, rapidement, sans plus tarder, vous êtes analyste politique. Nous avons suivi depuis le 23 mars dernier la sortie médiatique, la récente sortie médiatique de Joseph Kabila, où il a vivement critiqué le régime Tshisekedi en disant que c'est un régime de dictature. Alors, il s'est opposé à s'opposer catégoriquement sur la révision constitutionnelle, où Kabila a dit qu'il fera de tout son pouvoir pour n'accoter les mélas, pour dire non au changement de la Constitution. C'est quoi ton point de vue? Je rappelle que cette émission est bilingue, donc sentez-vous à l'aise. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question, parce que, étant analyste politique, on se rend compte que c'est une question qui est d'actualité, en fait. Ouais. Parce que Kabila, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas un citoyen comme tout autre, en fait. Kabila a vraiment un statut que nous devons le reconnaître comme étant les sénateurs à vie, les tout premiers sénateurs à vie dans ce pays. Mais sinon, ces positions, je dirais, personnelles, ne peuvent pas vraiment nous influencer, étant donné que nous sommes des analystes politiques objectifs. On ne peut pas forcément se lancer dans les avis privés de la personne de Joseph Kabila. Non, oui, ici on ne parle pas de sa vie privée. Il a les droits. Déjà, Kabila n'a pas de vie privée, parce qu'étant déjà quelqu'un qui a ces profils, ces postures qu'il a comme ces statuts d'un ancien président, en tout cas, sa vie n'est plus privée. Tout à fait. Je ne parlais pas de la vie privée, mais je parlais de la vie privée. C'est-à-dire son avis, son opinion. L'envie, ok, très bien. Par rapport à la révision constitutionnelle, en fait. Et Kabila a-t-il raison? A-t-il une leçon à donner aux Congolais? Tout le monde peut admettre aujourd'hui que Kabila a géré pendant son temps. Et comme tout pouvoir, il y a eu des points forts, il y a aussi des failles, voyez-vous. Mais sinon, la position de Kabila actuellement sur les changements de la Constitution ne peut pas vraiment nous englober plus sur ses intentions. Parce que ces intentions, en tout cas, nous devons en parler plus. Il a quelle intention lorsqu'il s'oppose au changement de la Constitution ou encore à la révision constitutionnelle? C'est quoi son intention? Mais sinon, cette question, on devait plutôt l'approfondir au fin fond pour voir. On écarte un peu la personnalité de Kabila sur cette question. On s'est dit, étant Congolais, étant analyste politique, est-ce que le changement de la Constitution actuelle est opportun à nous, peuple congolais? C'est ça la question que nous devons nous poser, messieurs les journalistes. Oui, cette question, moi, je vous la pose. Tout à fait. Est-ce qu'il y a urgence pour changer la Constitution? S'il y avait urgence pour changer la Constitution, elle-même devrait nous en dire plus, la Constitution. Nous sommes analystes politiques. Vous êtes aussi journaliste. Vous savez très bien que la Constitution prévoit tous ces mécanismes pour pouvoir la changer ou encore la modifier. Voyez-vous? Et la Constitution est claire. Lorsque moi, journaliste... Oui, avant de procéder, vous particulièrement, vous êtes d'accord pour le changement? Vous dites oui au changement de la Constitution? Les changements de la Constitution
Je suis d'accord, mais la question reste de savoir si c'est opportun à ces moments. C'est ça la question. La Constitution en soi n'est pas immuable. La Constitution doit évoluer avec la société. Ça, on est d'accord, nous, analystes politiques. Mais est-ce que le moment actuel est opportun pour changer la Constitution? Parce que... À vous de répondre à cette question. Il y a les Congolais qui nous suivent. Est-ce que vous, les analystes politiques, est-ce que selon la conjoncture du pays, selon l'état à laquelle les Congos se retrouvent, est-ce qu'il est opportun de modifier ou de changer carrément la Constitution? Tout à fait. C'est une très bonne question que je vais répondre clairement. Ok. Que je suis d'accord pour le changement, la modification de la Constitution, mais pas à ces moments. Ah, vous êtes d'accord, mais pas pour le moment. Le moment est mal choisi. Le moment est inopportun pour le changement ou encore la révision. Pourquoi ce moment est inopportun? Voilà. Moi, je vais parler ici comme étant un analyste objectif, comme étant scientifique, chercheur en sciences politiques. Lorsqu'on se pose beaucoup de questions sur la Constitution, nous ne devons pas parler de la Constitution sans la consulter elle-même. Si nous allons consulter la Constitution, elle va nous dire qu'on ne peut pas la modifier ou encore la changer lorsque nous sommes à l'état de guerre. Ou encore lorsque nous sommes menacés sur le plan intégrité territoriale. Ou lorsque le pays est en mutation, c'est-à-dire en pleine guerre. Voyez-vous, on ne peut pas la changer. Pourquoi doit-on changer la Constitution à ces moments précis où nos territoires sont encore occupés par l'ennemi? C'est inopportun les moments. Mais néanmoins, je ne refuse pas du fait que la Constitution a ses failles, que nous devons à tout prix veiller à ce que nous puissions la rendre évolutive par rapport au contexte actuellement congolais. Mais le moment n'est pas choisi. Moi, j'aimerais dire aux Congolais qui me suivent en ce moment que la Constitution, oui, elle n'est pas immuable, on doit la changer à tout moment, mais nous devons comprendre que le contexte actuel est vraiment inopportun pour pouvoir changer la Constitution, parce que l'enjeu majeur actuellement de ces changements constitutionnels pourrait engendrer des tensions politiques. Donc, si je comprends bien, vous rejoignez Joseph Kabila? Non, je ne rejoins pas Joseph Kabila. Je suis du côté de la vérité. Non, Kabila s'est opposé, a avancé la même raison en disant que le moment est inopportun de changer la Constitution. Kabila s'est opposé pour ses raisons purement politiques. Et toi, tu t'opposes aussi pour des raisons purement politiques? Je ne m'oppose pas pour des raisons purement politiques, je m'oppose pour des raisons conjoncturelles en fait. Actuellement, les Congolais n'ont pas besoin de... La même personne qui a décrété l'état de siège peut aussi la lever? Tout à fait, mais la Constitution le dit à l'article 218, qui est l'initiative provient concurremment du président de la République. Il a le plein droit de pouvoir initier... À travers son pouvoir discrétionnaire. Tout à fait, ça on n'en disconvient pas. Il a le plein droit de pouvoir initier, en tout cas, cette idée de révision, encore de changement de la Constitution. Mais nous, étant que peuple congolais, parce que l'article 5 nous dit, la légitimité nous appartient, cette souveraineté nous appartient à nous, peuple congolais. Est-ce que moi et vous, nous sommes convaincus qu'à ce moment, tout ce que nous vivons dans ces pays, c'est la Constitution qui les bloque? Je dirais pratiquement non. Ce n'est pas la Constitution qui les bloque. Ce n'est pas la Constitution qui les bloque? Les problèmes de notre pays, ce n'est pas les problèmes des textes. Je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions que je passe. Ce n'est pas le problème des textes. Nous sommes pratiquement un pays en Afrique qui a le plus beau des textes, qui les régit. Voyez-vous? Mais le problème, c'est l'applicabilité des textes. On a la Constitution avec nous. Et cette Constitution qui nous a conduit de 2018 jusqu'à ces jours. C'est cette Constitution qui avait permis l'alternance du pouvoir. C'est cette Constitution qui a fait réélire le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi la changer pendant qu'elle-même prévoit des mécanismes pour pouvoir la changer? Donc, selon toi, tous les articles les articles de la Constitution sont bons? Je ne dirais pas ça parce que, en analysant objectivement la Constitution congolaise, on trouve qu'il y a des ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés et récemment, j'ai eu à lire la part des vérités de notre ancien ministre de Justice. Je pourrais citer l'honorable Célestin Tunda Kassende. Il nous a fait comprendre que la Constitution actuelle avait pour objet de réunifier les pays après les périodes de détention et de guerre. C'est-à-dire, ça avait un rôle à jouer à cette époque-là. Voyez-vous? C'est-à-dire, l'ère de réunification ou l'ère de conflit est pratiquement passée. Donc, la République démocratique du Congo a besoin de nouveaux textes. De retailler la Constitution. De retailler la Constitution au contexte actuel. Voyez-vous? Si les pays
était dans toute son intégrité ou encore sa globalité, on pouvait très bien les faire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons plus les 2 345 410 km² au Congo. Ça, vous le savez, vous êtes journaliste. Non, nous en avons. C'est juste que nous en avons, c'est juste que une partie et voilà. À partir du moment où nos territoires sont occupés, on pourrait dire que nous n'avons plus les pleins pouvoirs, les pouvoirs gérer. Mais Goma, c'est toujours le Congo. Goma, c'est toujours le Congo. Bunagana, c'est toujours le Congo. Les Congos, dans le sens géographique, mais dans le sens géostratégique, ce n'est plus le Congo. Aujourd'hui, on voit des communiqués. Je ne fais pas l'apologie de cette bande des pantins, comme l'aiment souvent appeler les présidents de la République. Mais aujourd'hui, on voit des communiqués de ces bandes-là qui nous disent que non, aujourd'hui, nous avons fait ceci, on a formé les cadres, on a fait cela. C'est comme si on concurrençait la République. Donc, ce qui se passe à l'est du pays n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas à cause de cette Constitution que nous avons des problèmes à l'est du pays. Ce qui se passe à l'est du pays n'est pas forcément les problèmes de la Constitution. Parce que la Constitution n'interdit pas à l'armée congolaise de pouvoir récupérer ses territoires conquis. La Constitution n'interdit pas au chef de l'État de pouvoir mettre en place des mesures drastiques pour coincer l'ennemi et de pouvoir récupérer nos territoires. On peut les faire en un clin d'œil. Lui-même, moi je l'aime tant lorsqu'il est dit « je peux faire ça à partir d'ici, je n'ai même pas besoin de me déplacer ». Voyez-vous? C'est-à-dire, le président a les pleins pouvoirs. La Constitution ne l'empêche pas de pouvoir terminer la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, on peut l'admettre parce qu'on s'est dit, la guerre à l'Est, nos frères souffrent. Moi, pratiquement, je tire mes origines de l'Est aussi. Il y a toute une partie de la famille qui souffre à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais si aujourd'hui, ici à Kinshasa, on peut parler de ces débats, changement de la Constitution, pendant que nos frères, mères, du jour au lendemain, je ne peux pas me donner ces leaks-là. Mais apparemment, vous voulez une chose et son contraire, nous les Congolais. Parce que on dit que c'est une constitution qui a été taillée à Kigali et ramenée à Kinshasa. Nous avons suivi. Vous avez suivi ça? Non, dire que cette constitution a été taillée à Kigali, moi j'ai toujours décrié ça, cette façon de parler. C'est faux? Cette façon de parler, c'est faux et archi faux. Moi, mais quand Azarias Rubiro nous dit ça clairement. À l'époque, en 2006, lorsqu'on a créé cette commission d'élaboration de ces textes que nous utilisons aujourd'hui, c'était vers l'aéroport national de Bamboka à Kisangani. Moi, j'étais encore tout petit. On voyait nos parents aller constituer le texte actuel. Nous avons vu tous ces Denis Longonia, cette constitution du 18 février 2006 a été révisée plusieurs fois par Kabila. Pourquoi vous ne voulez pas que le régime ne bouge pas? La constitution, c'est une Bible qui ne doit pas être modifiée ou comment? La constitution, messieurs les journalistes, la constitution du 18 février 2006 n'a été révisée qu'une seule fois. Mais ça a été quand même révisé. Et cette loi-là, je crois bien, c'est la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011. Oui, 20 janvier 2011. Cette loi-là n'a porté que la modification sur 8 articles. Et si on aura le temps, je pourrais même vous énumérer. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de sentir que les partis au pouvoir veulent à tout prix se dédouaner du fait qu'on impose la révision pendant que le moment n'est pas opportun, sous prétexte que les prédécesseurs ont eu à modifier plusieurs fois et des articles pouvant toucher même à la forme de l'État. Non, c'est faux. Donc, pour vous, c'est du copier-coller? Ce n'est pas du copier-coller, mais c'est une modification, je dirais, qui était tout à fait valable parce qu'avant, on passait les scrutins à des tours pour les présidentielles parce que tous ces candidats-là qui étaient ici à l'époque du conflit n'étaient pas vraiment fiables. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des informations sur ces candidats-là. On devait réellement s'assurer que les peuples avaient réellement choisi ces candidats-là. Voilà pourquoi on passait à des tours. Lorsqu'il y a de l'accalmie, on s'en est rendu compte que il y a de l'accalmie et la Constitution impose les critères pour que vous soyez candidat président de la République. Du coup, on doit se fier des informations que les candidats viennent nous donner avant. Tu es en train d'évoquer ici qu'il n'y a aucune raison valable de changer la Constitution, c'est ça? Il y a plusieurs raisons valables de pouvoir changer la Constitution. Ah, il y a plusieurs raisons de pouvoir changer la Constitution. Il y a plusieurs raisons valables. Mais tu te poses, tu dis le moment n'est pas opportun. Mon problème, moi, c'est lié aux circonstances actuelles. Voyez-vous? Moi, si on me dit qu'aujourd'hui,
notre armée, comme il est en train de conquérir des territoires gagnés au jadis par les rebelles, on dirait que si on gagne au moins les 60% des territoires conquis, on pouvait parler de ces débats facilement. Mais on ne peut pas parler de ces débats pendant qu'il y a nos territoires qui ne sont plus... Mais Ndeko Longonia, les constitutionnalistes tels que les grands professeurs, où je cite le professeur Évariste Bochab, qui était parmi ceux qui ont rédigé la Constitution. Tout à fait. Si nous avons 26 provinces aujourd'hui, c'est grâce à Bochab. Mais lorsque Bochab évoque ceci en disant que cette Constitution avait une durée bien déterminée, son âge, l'âge de la Constitution était à 17 ans. Après 17 ans, elle est devenue périmée. Mais vous, nous, qui n'étaient pas là où la Constitution a été rédigée, on s'oppose. Mais les gens qui étaient là, autour de cette table, disent que nous devons changer cette Constitution. Mais vous, les analystes politiques, vous vous opposez. Vous dites que non, ce n'est pas... Mais si vous soutenez le chef d'État Fathi Berton, et Fathi, ceux qui les soutiennent, sont d'accord de changer la Constitution. Mais vous êtes contre. Est-ce que vous soutenez réellement Fathi Berton? Vous savez, hein, je vous avais dit que je vais rester objectif dans mes analyses, étant donné que je suis un analyste politique. Les professeurs... Mais analyste politique, mais vous soutenez les pouvoirs. Les professeurs Évariste Bochab, aujourd'hui, s'il vous a dit que la Constitution est vieille, tout simplement parce qu'elle a fini avec sa mission, il a complètement raison, parce qu'il faisait partie des constituantes. Voilà. Mais est-ce que vous lui avez posé la question si actuellement le moment est opportun? Je ne pense pas qu'il pourrait répondre pareillement, parce que l'ancien ministre de la Justice dont j'ai évoqué ici, les ministres honoraires Célestin Tounda Kassende, il était du pouvoir des Kabila pendant cette époque-là. Lui était le ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dans la Constitution qu'il a aussi à remarquer. Et aujourd'hui, il nous dit oui, il est tout à fait d'accord de pouvoir changer la Constitution. Mais posez-lui la question, si on peut le faire maintenant. Et selon vous, le moment opportun dont vous évoquez là, c'est quand? Quand est-ce qu'il faut maintenant changer quand est-ce qu'il faut changer la Constitution? Voilà, une très 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 bonne question. D'ailleurs, les réponses ne proviendront pas seulement de moi, ça proviendra toujours de la Constitution. On dit que lorsque nous sommes pendant l'état de guerre, nous ne pouvons jamais envisager changer notre texte. Parce que vous voyez un peu les risques que nous courons derrière les changements des textes. Parce que quand on change de texte, c'est-à-dire on change aussi les règles de la République. Et quand les règles de la République sont changées pendant ces contextes si fragiles sur le plan politique, ça peut engendrer des tensions politiques. Qui dirais-je? Dès que la Constitution est changée, avant de pouvoir passer au référendum, il y aura un temps mort. Pendant ce temps-là, les institutions seront fragilisées. Voyez-vous? Et nous sommes sous tension des rebelles. Les rebelles aussi pourront en profiter. Les Congolais de mauvaise foi pourront aussi en profiter. Voilà pourquoi je cherche à tout prix d'abord de stabiliser la sécurité au niveau interne et puis ensuite envisager les changements ou la révision constitutionnelle. Je vous dis, mon frère, retenez cette date d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, la paix est revenue à la République démocratique du Congo, je dirais même demain, on peut passer au changement de la Constitution. Donc, il n'y a pas la paix en RDC? Actuellement, il n'y a pas la paix. Dans toute l'étendue. Tu es bien habillé comme ça, tu n'as pas la paix? Dans toutes les tu n'es pas en paix? Non, pas on parle de la paix, ou encore quand on parle de la RDC, ne voyons pas seulement la ville de Kinshasa. Non, je ne parle pas de la ville. C'est-à-dire, je vois les territoires. L'étendue de la République. Exactement, c'est pourquoi je pose la question. La RDC n'est pas en paix. Partiellement en paix. Je dirais la RDC est partiellement Même ceux qui sont allés sont en paix? Certains sont en paix. À Goma, ils sont en paix? Certains sont en paix. Voyez-vous? C'est-à-dire que lorsqu'on s'est dit, je prête serment aujourd'hui, étant donné qu'il est garant des institutions de la République, je dois m'assurer que tout Congolais, même le plus démuni, se sent à l'aise quand il est au Congo. Voyez-vous? C'est ça la question. Et moi, je me suis toujours dit que les gouvernements passés ne nous avaient pas non plus rendu un bon service sur le plan sécuritaire. Les régimes passés ou les gouvernements passés? Les régimes passés, je dirais. Okay. Ça ne nous a pas rendu un bon service. Mais on ne peut pas continuer à évoluer dans cette optique-là d'insécurité en insécurité, sinon il n'y aura pas de changement. On ne va pas remarquer que dans telle époque, nous, analystes, nous allons dire aux enfants ou encore aux étudiants que non, dans telle époque ou en telle époque, il y a eu ça. Et dans telle époque ou en telle époque, il y a eu cette réalité.
Mais quand on continue à rouler... Mais lorsque vous parlez que lorsque la paix reviendra au Congo, nous avons avec vous, on suit de près la situation à l'est du pays. Depuis les accords de principe ont été signés, on voit comment le retrait des troupes s'est fait à l'est du pays. Alors ce n'est pas la paix, ce n'est pas... vous mettez en cause les efforts diplomatiques chef de l'État? Non, les efforts diplomatiques, c'est ce que je suis en train d'entendre, les fruits de ces efforts, parce qu'on sent déjà qu'il y a des retraits des troupes. L'arrivée des migrants, ce n'est pas aussi... c'est pas un bon geste. L'arrivée des migrants, ça c'est une question tout à fait parallèle, en dehors même des sujets que nous parlons. Non, ça fait partie de la paix. S'il n'y avait pas la paix, est-ce que ces migrants allaient vraiment les États-Unis plutôt allaient envoyer ces migrants en RDC? Mais c'est les journalistes. Oui, est-ce que l'arrivée de ces migrants profite au peuple congolais? On nous dit que le président aurait accepté ces deals de pouvoir amener des migrants ici momentanément, mais ils seront pris en charge. Ils seront pris en charge totalement par les États-Unis d'Amérique. Comment ils vivent ici au Congo? Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils sont logés où? Mais, tu viens de le dire. Prise en charge par les États-Unis. Tout est pris en charge par les États-Unis. Est-ce que la prise en charge par les États-Unis est vraiment communiquée? Est-ce que les Congolais étaient au courant que nous allons recevoir des visiteurs? Est-ce que le Parlement, l'organe attitré de pouvoir confirmer les accords et les traités avant que le président puisse ratifier, est au courant de tout ça? Nous avons tous suivi la sortie médiatique de Madame la Première ministre, qui, excusez-moi les termes, ne s'en est même pas rendu compte qu'il y a eu des migrants des différentes nationalités qui sont venus chez nous. Comment on peut admettre de telles choses? Mais je dirais pratiquement que... Et comment toi tu as perçu cette sortie médiatique de la Première ministre? La sortie médiatique de la Première ministre, je dirais, c'était pratiquement précoce. Sur le plan professionnel. Précoce. C'était précoce parce que... Ça n'a pas été préparé? Ça n'a pas été préparé. Là, tu es en train d'accuser les cabinets de la Première ministre. Les cabinets parce qu'elle était en pleine tournée, il faisait tourner en Europe. Mais tout ça, ça a été annoncé avant qu'elle soit là. Il n'y avait pas forcément, d'ailleurs, je dirais que c'était son jour de voyage qu'il a été même interviewé. Le même jour? Le même jour. Oui, il est arrivé en France directement, il est passé par... Avant de pouvoir continuer son parcours. Je dirais que c'était une question... Et vous vous rendez compte que c'était même avant l'arrivée des migrants en RDC, c'est-à-dire que le processus était encore en cours, le temps pour elle de pouvoir s'acquérir totalement de la situation, mais je la félicite parce que c'est une dame qui se démène en fait. Elle s'en est quand même sortie, pour dire aux Congolais que ne prenez pas ça à mal, ils seront là juste pour un moment, ils sont des passages, ils ne sont pas là éternellement, et en plus, ils ne sont pas pris en charge totalement par les gouvernements. Mais vous vous acharnez contre la Première ministre, pourquoi? Pourquoi vous acharnez? Ouais, non, c'était précoce. Comment ça a été précoce? Quelqu'un qui a fait sa communication pour sa nation. Nous sommes analystes, c'est les journalistes. Voyez-vous, lorsqu'on vous reçoit sur un plateau et qu'on vous pose des questions que vous n'avez pas la maîtrise, ça se voit, ça se sent. Voyez-vous? Et j'ai suivi plusieurs sorties médiatiques des madames. Donc, celui-là n'avait pas la maîtrise. Elle s'en est toujours en sortie, facilement. Mais ces jours-là, je dirais que ces arguments... Il n'a pas été préparé. Ces arguments n'étaient pas du tout solides et convaincants par rapport aux attentes du journaliste qui lui a posé des questions. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de CPLIS TV. Vous qui venez de nous suivre, on a déjà commencé cet entretien avec Denis Longonia, analyste politique. Alors, nous sommes toujours au premier point. Nous mettons déjà fin à ces premiers points. Alors, qu'est-ce que le Congolais peut retenir de cette sortie médiatique de Joseph Kabila ou la position de Joseph Kabila sur la Constitution? En tout cas, j'aimerais dire... Parce qu'il y a l'Union sacrée qui a donné un ultimatum à ses partenaires et au mouvement politique. D'ici le 20 mai, tout le monde, et vous les analystes politiques, les conventions religieuses, les personnalités publiques et politiques doivent aller donner leurs propositions au secrétariat permanent de l'Union sacrée pour bien évidemment entamer les travaux sur le changement de la Constitution. Tout à fait. Déjà, cette consultation, moi j'avais apprécié l'initiative. Mais il y avait une question qui me revenait toujours en tête. C'est quoi la question? C'était la question de savoir si l'opposition congolaise est incluse. Oui, on a appelé. Le communiqué a appelé tout le monde. La Constitution doit être les résultats d'un consensus national.
Ça ne peut pas être un acte unilatéral ou encore un acte, je dirais, seulement proliféré ou encore exposé par les partis au pouvoir que nous tous nous devons gober. Non, je me suis posé la question de savoir où est la place de l'opposition dans cette consultation. Parce que si on consulte tout le monde, sauf l'opposition, on dirait pratiquement que cette réforme est biaisée. Non, mais je suis en train de vous dire que le communiqué a appelé tout le monde, sans distinction. Les confessions religieuses, les partis politiques, la société civile, l'opposition politique. Moi, j'ai suivi même le porte-parole de l'opposition républicaine qui a convoqué aussi une rencontre avec l'opposition républicaine pour déjà aussi préparer leurs propositions à faire au niveau du secrétaire permanent. La question du départ serait de savoir si l'opposition congolaise était d'accord dans ce processus. Quand on lance l'ultimatum et qu'on connaît déjà l'avis de l'autre, est-ce qu'on peut s'attendre aux résultats différents? Mais n'oubliez pas que l'opposition est divisée par deux. Il y a l'opposition radicale et l'opposition républicaine. Donc oui, voilà. Ça, ce n'est que normal. Alors, si une partie de l'opposition, au moins, répondait à cet appel de consultation, là, le processus ne sera pas biaisé. Et vous, les analystes, vous serez aussi là, je crois. Parce que la porte est ouverte pour tout le monde. Hein. Tout à fait. Bon, allez-y, mettre vos propositions. Nous allons émettre nos avis, mais nous aimerions ce que nous allons émettre comme avis puisse aussi être tenu en compte. Ouais. Très bien, très bien. Alors, nous poursuivons cette émission, Denis Longonia. Merci pour ces éclaircissements ou pour ton avis sur la Constitution. Mais je sais que tu iras aussi donner ton point de vue chez les secrétaires permanents. Alors, nous entamons notre deuxième point qui parle sur la ville-province de Kinshasa. Nous sommes tous Kinois. Nous marchons de gauche à droite. Nous voyons comment la ville est gérée. Est-ce que les Kinois sont satisfaits? Pour la réalité de la gestion de la ville de Kinshasa. Est-ce que les Kinois sont satisfaits de la gestion de leur ville? Étant donné que nous vivons tous à Kinshasa, nous ne devons pas s'en passer de cette situation macabre que nous vivons. Dire que les Kinois sont satisfaits par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa, je dirais partiellement. Parce que dans la ville de Kinshasa, nous vivons ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle personnellement la réalité quinoise. Face à cette impraticabilité des routes, face à cette insalubrité de la ville de Kinshasa, face à ces difficultés de pouvoir accéder aux services de base de notre ville de Kinshasa, on s'est dit, mais est-ce que réellement nous avons un gestionnaire de la ville de Kinshasa? C'est-à-dire, on ne sent pas positivement les pouvoirs du gouverneur de la ville de Kinshasa. On s'est dit, à un moment donné, est-ce que lui-même circule aussi? Vous voyez-vous? Actuellement, j'ai suivi, il y a quelques années passées, ça tombe bien, l'actuel ministre provincial des Transports, c'est lui qui est en charge aussi des mobilités. Lui qui nous faisait comprendre que les embouteillages à Kinshasa faisaient perdre aux Congolais des millions en termes de dollars. Moi, j'étais étonné à l'époque, étudiant, je me disais, comment on peut perdre des millions tout simplement parce que nous ne sommes pas promenés. Mais aujourd'hui, dans la vie professionnelle, je me rends compte que c'est tout à fait réel. Avant-hier, j'ai suivi les patrons de Top Congo, Christian Lusako, nous décrier cette même situation. On s'est dit qu'on ne parvient plus à servir correctement les services parce qu'on arrive tout le temps en retard au service. Il y a nos enfants à la maison qui étudient par exemple à la Gombe. Ils sont obligés de se réveiller à 4 heures du matin pour rejoindre l'institut. Des fois, on arrive en retard. On quitte des fois l'institution à 13h ou 14h, on arrive à la maison à 19h. À cause des embouteillages? À cause des embouteillages. Mais, les embouteillages, vous mettez cette charge sur le dos des Bumba. Mais les embouteillages, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qui est en charge de la mobilité? Mais Kinshasa, ils ont bon avec des infrastructures routières construites depuis Bumba qui est là. Kinshasa, ils ont bon. Moi, j'aimerais un peu passer un message à notre gouverneur de la ville. Parce que je me rends compte que nous sommes en train de refaire la même chose et s'attendre aux résultats différents. Ce qui est pratiquement décrié par les savants Albert Einstein. Nous ne pouvons pas évoluer de la même façon que s'attendre aux résultats différents. Voyez-vous?
cette réalité, quand on arrive au pouvoir, on cherche à obtenir des projets nouveaux qui nous parviennent des par-ci, par-là. On ne peut pas évoluer comme ça. L'hôtel de ville est là. Dans chaque administration congolaise, il y a toute une direction chargée d'études et planification. Il y a des propositions que ces agents-là font. Ils mènent des démarches sur le terrain. Ils sont en train de mener pratiquement des recherches pour avoir des résultats palpables. Les Quinois sont vraiment impatients d'attendre les résultats palpables. Parce qu'au fur et à mesure que nous tournons toujours en rond, il n'y a pas de résultats palpables. Je pourrais dire que la confiance pratiquement des peuples quinois va s'éroder. Et vous proposez quoi à Bumba par rapport à sa gestion de la ville? Premièrement, la gestion est mitigée. Et j'aimerais que les gouverneurs de la ville puissent commencer à tenir compte des travaux déjà élaborés par la direction d'études et planification de l'hôtel de ville. Parce que les problèmes quinois est connu, depuis longtemps connu de tous. On ne veut pas marteler sur ça, pourquoi? Deuxièmement, j'apprécie parce qu'il y a quand même des travaux actuellement qui ont été entamés depuis longtemps, mais j'ai décrit la façon de suivi de ces travaux. Voyez-vous, on peut bien beau relancer des travaux, mais les résultats de ces travaux-là, on peut les obtenir seulement lorsqu'il y a un bon suivi. Quand on ne fait pas le suivi, en tout cas les travaux, je dirais, même votre propre fils peut aussi faire du n'importe quoi sur quelque chose que vous lui avez envoyé s'il n'y a pas de suivi par rapport à ça. Vous envoyez votre enfant à l'université, mais si vous ne contrôlez pas, que vous êtes déjà à quel niveau? Il y a la session, il y a quoi? C'est-à-dire que le fils va aussi se rendre compte que non, papa est toujours au courant et il suit les pressions que je suis en train de faire. Du coup, je suis dans l'obligation de les faire correctement. Faire confiance à ses collaborateurs, c'est une bonne chose, mais le suivi, c'est ce qui est primordial. C'est ce qui est vraiment recherché par les Quinois, parce que le peuple ne juge que sur le vécu quotidien. On ne peut pas juger par les palabres ou encore des débats sur plateau, non. On va juger sur base de ce que nous vivons réellement dans notre quotidien. Très bien. Alors, Dani Longonia, nous sommes à l'IPEN maintenant. Nous avons entendu de soupçons, nous avons entendu des tensions entre les enseignants, le professeur ou le chef des travaux avec leur corporation ACS qui crient haut sur la gestion du comité de gestion IBBK. Alors, tu es ressortissant de l'IPEN. Dites-nous beaucoup plus sur ça. Qu'est-ce qui se passe à l'IPEN? En tout cas, messieurs les journalistes, je crois bien que cette question de l'IPEN, j'ai suivi ça il y a vraiment un bon moment. Et merci de pouvoir évoquer cette question ici sur ce plateau parce que je n'ai jamais eu le temps de pouvoir parler de la gestion de l'IPEN. Okay. Pourtant, je suis un ressortissant de l'Université pédagogique nationale. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce qui nous revient aujourd'hui des gloires ou encore d'appréciation découle de la formation que nous avons eue au niveau de l'Université pédagogique nationale. Mais actuellement, ce qui se passe à l'IPEN, je ne peux jamais en tout cas encourager parce que c'est du mal. Okay. J'interpelle tous ces mondes qui ne cessent de politiser l'institution scientifique par rapport à leurs intérêts mesquins. Je ne veux pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, à l'IPEN, vous vous rendez compte qu'il y a n'importe qui parle de la mégestion de l'université. Nous devons nous rendre compte que c'est quand même une institution scientifique de la République. Ce n'est pas donné à tout le monde de critiquer la gestion de l'université. Nous avons fait 5 ans à l'IPEN. Nous connaissons comment les histoires marchent à l'IPEN, comment on revendique nos droits. Un étudiant ne peut pas s'ingérer sur la gestion du comité de gestion. Il y a des organes attitrés. Récemment, il y a l'IGF qui est passé faire les contrôles. Les comités de gestion est ça. Les chargés des contrôles au niveau ministériel, parce qu'il y a tout donc aucun détournement à l'IPEN? Aucun détournement à l'IPEN. L'IGF n'a pas décrié. Il y a des contrôles qui se font par-ci et par-là. Il n'y a pas de détournement. C'est-à-dire donc il n'y a pas des arriérés, il n'y a pas de détournement. Les agents sont... Les jours où j'ai suivi la revendication des agents de l'IPEN, du Top Congo, oui. J'ai suivi ça pratiquement au journal de 7 heures. Pourtant, hier à 19h, les communiqués étaient lancés des lancements des paiements des deuxième tranches des cochites. Oui. Pourquoi doit-on ternir l'image du comité de gestion pendant que c'est un comité que nous venons récemment d'acquérir? Moi, je fais 5 ans à l'IPEN, mais je vous dirais pratiquement on a changé 5 caractères. Mais c'est la question. Est-ce qu'on va continuer à changer? C'est la question que je vous pose, Dani. Dis-moi un peu. Est-ce que, avec les infrastructures que Fatih a construites à l'IPEN,
pour maintenir l'université pédagogique nationale dans ces standings, il faudrait, après une année, changer les gestionnaires. Ou carrément, vous devez quand même faire confiance, voire même un recteur ou une rectrice comme Madame Ibebe qui, par exemple, faire 5 ans à la tête de cette alma mater. Je ne voudrais pas ici faire l'apologie des gens, mais je peux au moins émettre un avis. Madame la rectrice actuelle n'est pas vraiment une mauvaise gestionnaire. Ok. Voyez-vous? Parce que nous avons connu les pires que ça avant Ibebeke. Très bien. Et l'initiative même de la construction de l'IPEN découlait aussi de ces statuts qu'on redonnait à l'Université pédagogique nationale au jadis. Voyez-vous? Combien de fois l'IPEN a réussi des fonds de construction des bâtiments? Jusqu'à ce que le président de la République lui-même s'est dit non. J'ai dit non et moi-même je vais suivre de près les travaux qui vont se passer ici. Ok. Pourquoi vouloir à tout moment ternir l'image de notre alma mater? Quand je vois mes anciens collègues étudiants de l'époque qui aujourd'hui pensent sur des plateaux télévisés pour dire que non, il y a des médiations à l'IPEN, il faut changer le comité de gestion. Mais je me dis, combien de comités de gestion doit-on changer pour que nous, anciens de l'IPEN ou encore scientifiques de l'IPEN, nous puissions vraiment croire et admettre que c'est vraiment... Mais changer, ce n'est pas aussi mauvais, mais c'est quoi la raison exactement que la comité ipenienne fait le départ de Madame Ibebe qui est son comité? C'est quoi la raison valable? Mais je vous dis, messieurs les journalistes, appelez tous ces gens-là qui revendiquent, vous verrez qu'ils n'ont pas les raisons fondées. J'ai évoqué ici la question du paiement des deuxièmes tranches des COGIT. Oui. C'était juste à la veille de cette déclaration sur Top Congo. J'ai côtoyé certains des étudiants actuels qui nous disent que non, il y a question de l'application Sysnet qui complique les étudiants qui le mènent la vie. Je dirais que nous, c'était... l'application Sysnet était instaurée pendant notre dernière année à l'Université pédagogique nationale. Moi, comme je vous parle là, mon travail de mémoire était passé sur l'application avant d'être admis. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'un étudiant assidu, un étudiant sérieux, un étudiant conscient doit se conformer à toutes ces exigences-là que l'université impose. Aujourd'hui, moi, je suis fier, même si je suis en dehors du pays, lorsque on me dit que non, tes résultats de l'université, je leur donne seulement mon code. Et on clique aujourd'hui sur Google, on retrouve les résultats, même si je ne suis pas au pays. Est-ce qu'à l'époque, il y avait ça à l'Université pédagogique nationale? Je dirais pratiquement non. Alors que les scientifiques ou encore les administratifs, les ouvriers, tout consort, cessent d'intoxiquer les enfants. Parce que je me suis rendu compte qu'une fois qu'on est à bout de ses capacités, on cherche à pouvoir utiliser des moyens qui ne sont pas conventionnels pour revendiquer ses droits. Si vous êtes scientifique, vous êtes régi sur le statut des agents de la fonction publique. Il y a des rubriques, il y a une manière de pouvoir revendiquer ses droits. Ce n'est pas en soulevant la foule, ce n'est pas en ramenant les étudiants dans la rue ou encore à toucher aux infrastructures récemment construites par les chefs de l'État qui va justifier le fait qu'il y a une mégestion au niveau de l'Université pédagogique nationale. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi. J'aimerais à ce que ces comités de gestion puissent rester jusqu'à ce que les organes attitrés des contrôles puissent nous dire réellement que les comités de gestion actuels ont failli sur tel ou tel point, comme c'était le cas des comités de gestion passés. Très bien. Très bien. Alors, nous avons vu un communiqué signé par les CGA, Secrétaire général académique. Et nous avons vu parmi les corporations, on a vu que la PIPEN et la PATO qui ont signé. On n'a pas vu la CES signer. Ce n'est pas ça la cause. Lorsque la CES ne s'est pas retrouvée sur la liste pour dire qu'en tout cas, la deuxième tranche sera payée à la PATO et à la PIPEN. Les agents de la CES n'auront absolument rien. Ce n'est pas ce qui les a beaucoup suscité à faire ces déclarations. Vous savez, la PIPEN fait aussi partie, en fait, la CES fait partie des organes des comités de gestion. C'est tout un corps, voyez-vous. Comme c'est un corps, ils ont les droits, en tout cas, de pouvoir revendiquer sur ces points-là. Mais je ne connais pas concrètement la raison qui les a poussés à ne pas être partie prenante dans ces communiqués-là. Mais sinon, à ce que je sache, le président actuel de l'ACS, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de franc. Et c'est quelqu'un que je connais personnellement. Est-ce que l'ACS est au-dessus du comité de gestion? Non, l'ACS n'est pas au-dessus. Est-ce que c'est à l'ACS de mettre la pression au comité de gestion?
l'ACES n'est pas au-dessus du comité de gestion, mais plutôt l'ACES fait partie du comité de gestion. Voyez-vous, l'IPEN aujourd'hui, dans ses corporations, on voit aussi directement l'ACES. Je dirais même l'ACES est pratiquement comme l'organe technique parce que c'est l'association des scientifiques. Voyez-vous, ce sont eux qui sont au quotidien avec les étudiants. Ce sont eux qui donnent à tout moment des leçons aux étudiants parce que certains professeurs, entre guillemets, sont tout le temps dans des occupations à la pipette. Mais ce sont eux qui sont au quotidien avec les étudiants. Donc, du coup, s'il y a quelque chose à décrier, mais la dame actuelle, madame la rectrice actuelle de l'IPEN, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié parce que depuis que je suis à l'IPEN, je n'ai jamais sollicité l'audience pour voir l'autorité des titelles facilement être réussi comme ça, si ce n'est que sous l'ère IBBK. Parce que j'ai fait 5 ans à l'IPEN. J'ai fini les présidents de tous les délégués facultaires. Mais à chaque fois qu'on revendiquait nos droits, étant donné que nous sommes les représentants des étudiants, nous n'étions jamais réussis par la rectrice ou encore les recteurs passés. Mais elle était la seule et l'unique de pouvoir à tout le temps nous recevoir. Il nous dit, vous êtes mes enfants. Quand il y a quelque chose du mal, venez. Et là, sa logique, c'est inhumaine, comme tout autre. Je dirais que s'il y a des trucs à la reprocher, allez vers elle. Très bien. Alors moi également, je suis témoin oculaire de la générosité de maman Yvonne Ibebeke Saïla. Donc c'est une maman, la maman de plusieurs enfants. Elle a été toujours à l'écoute de la jeunesse. Mais ce qui se passe à l'IPEN, moi, ça me dépasse. Parce que je vois, il y a des gens qui sont animés des mauvais cœurs. Ce sont des peignés des mauvaises qualités. Hein? Tout à fait. Parce que ceux qui combattent ces comités de gestion sont des ennemis de l'IPEN. Des fois, ils n'ont pas qualité. Et là où Fatih a construit, moi, je lance un message, avant de te donner la dernière parole, nous avons lancé un message à la communauté ipénienne. Vous savez, la violence ne résout absolument rien. La violence n'a jamais résolu quelque chose. C'est vrai que tout le monde a le droit de mettre un point de vue sur la gestion de cet alma mater. Mais vous devez savoir que IBBK, c'est une maman, c'est un parent. Et la plupart des gens qui font du bruit ont été satisfaits par elles-mêmes. Mais tellement que, pour les intérêts personnels, les gens sont pris à tout. Alors, à l'IPEN, 0 détournement. Tous les agents sont payés à temps réel. IBBK est là pour écouter tout le monde. Toute proposition que vous avez à faire, si vous tapez sa porte, il y a son directeur de cabinet qui est là, le professeur Edi Yeni, qui est aussi là, trop humble comme bonjour, à l'écoute de tout le monde. Et ben voilà, lorsque vous amenez des problèmes au niveau du rectorat, vous avez des solutions. Alors nous avons fini cette émission. Denis Longonia, tu regardes la caméra, tu as que 1 minute, c'est quoi le message en résumé, tout ce qu'on vient de dire ici sur ce plateau. En tout cas, tout ce qu'on vient de dire sur cette thématique, je commencerai pratiquement par rapport à la position du sénateur à vie Joseph Kabila suite à sa résistance pour le changement de la Constitution. Je dirais qu'il n'a pas une leçon vraiment à nous donner quant à ça. Okay. Nous savons tous que si nous avons besoin du changement de la Constitution, on attend le moment opportun pour le faire. On n'a pas à tirer des leçons auprès de lui. Très bien. Et ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa, en tout cas, le gouverneur doit tenir compte des propositions lui données par la direction des types de planification de son institution, mais également le suivi de tous les travaux déjà entamés depuis son arrivée au pouvoir. Et pour le cas de l'IPEN, je dirais en tout cas, d'abord aux camarades étudiants, ne vous laissez pas influencer par les scientifiques qui veulent vous utiliser comme des proies pour leurs intérêts, parce que vous n'avez aucun intérêt, vous étudiants, de pouvoir chasser les comités de gestion. Et pour finir aussi, les scientifiques aujourd'hui, certains sont conscients que les autres qui font beaucoup plus de bruit n'ont pas le temps de faire des recherches pour donner des leçons. Et ce ne sont pas des vrais scientifiques de l'IPEN, je les décris. Car c'est quand on est scientifique qu'on se dit on travaille pour l'intérêt de la nation. L'enseignement n'est pas un métier qu'on doit venir s'enrichir. L'enseignement, c'est pratiquement un métier bénévolant que vous devez vous concentrer sur des leçons que vous allez donner aux étudiants. Les comités de gestion actuels, comme tout autre comité de gestion, ne restera pas éternellement. Finiront toujours par partir et je voudrais à ce qu'ils partent pour des raisons valables. Très bien.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous bouclons cet entretien avec Denis Longo. Restez branchés sur les antennes de C+ TV pour suivre tous nos programmes du lundi au vendredi. Nous sommes là chaque jour à 13h et rediffusion à 21h. Je vous dis au revoir et à bientôt.